ce mandat-là que j'ai en tête, on avait estimé le coût de roulement, c'était une grosse compagnie là, avec un chiffre d'affaires de plusieurs milliards, mais on avait estimé le coût du taux de roulement par année à 18 millions, qui est un chiffre, quand Quand tu ne le sais même, oui. pas, ouais, c'est ça, c'est vraiment gros, là. Fait que déjà là, il y a des gains substantiels à faire. Mais c'est parce que faut se remettre au RH qui arrête pas de dire on perd les gens, le taux de roulement est élevé, t'as moyen d'attention, là, t'arrives, t'es comme notre taux de roulement nous coûte 18 Ouais, millions, c'est ça. ils vont t'écouter, là. Ben oui, c'est ça. Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast La Talenterie où on parle d'entrepreneuriat, d'innovation sociale et du monde du travail en général. Cette semaine, je reçois un ancien collègue, quelqu'un avec qui j'ai travaillé dans une ancienne vie. Je reçois Patrick Coulombe qui est PhD, donc c'est un scientifique de données. Puis là, il a parti lui aussi son entreprise, donc ça s'appelle D22 Data Consulting et je l'ai invité pour qu'on parle justement de données, de sciences de données, d'intelligence artificielle. Je lui ai demandé de démystifier certains termes pour nous. Puis il savait qu'il y avait beaucoup d'auditeurs là, qui œuvraient dans le monde des ressources humaines. Puis Patrick aussi a fait plusieurs mandats dans ce monde-là. Donc vous allez voir qu'on a aussi abordé la question sur où est rendue finalement la pratique RH en termes de sciences de données. Qu'est-ce qui se fait présentement dans les organisations? Qu'est-ce qui s'en vient un peu aussi dans le futur? Donc, ça a été vraiment un épisode très enrichissant. Et puis, je suis certaine que vous allez adorer découvrir Patrick. Juste avant, merci d'être au rendez-vous à chaque semaine pour ce meeting du vendredi qu'on a ensemble. J'en profite pour remercier les gens qui sont allés nous laisser une note de 5 étoiles sur Balado, la plateforme d'Apple. Dans le fond, peu importe de où vous nous écoutez, je vous invite, si vous voulez, à nous laisser des likes, des étoiles, des commentaires. On aime toujours ça. Donc, sans plus tarder, je vous présente Patrick Coulombe de D22 Data Consulting. Allô, Patrick? Salut! J'avais hâte qu'on en parle. Moi, évidemment, j'aime ça en parler. Là, fait que... Ben oui, parce que là, clairement, parce que tu as lancé ta boîte, peux-tu nous expliquer ce que tu offres comme type de service avant qu'on creuse, là? Oui, ben oui. C'est sûr que c'est encore en évolution. C'est des services de consultation en sciences de la donnée. Fait que c'est un peu comme dire on n'a pas de scientifiques de données chez nous, peut-être qu'on en a, mais on a des besoins, on veut faire affaire avec une firme externe, peu importe. Fait que c'est ça que je fais. Puis évidemment, au courant du podcast, on pourra en parler, c'est quoi la science des données. Mais c'est ça. Vas-y donc, c'était ma prochaine question. C'est quoi la science des données? Je vais te dire, c'est quoi que les gens entendent généralement par science de données. À tort ou à raison, généralement, on parle de modèles prédictifs. Fait que c'est une situation où, OK, je vais commencer avec cette définition-là, puis après ça, je vais mettre un bémol. Fait que, tu sais, en RH, on a beaucoup de fichiers Excel, on a beaucoup des données tabulaires, fait que des rangées, des colonnes. Exemple, système RH, chaque personne a, un salaire, une ancienneté, etc. Fait que, tu sais, chaque personne a plein d'informations. La science de données, ce que ça fait, c'est on peut regarder les relations entre les variables. Fait que, quand on pose des questions du style y a-t-il une différence de salaire entre les hommes et les femmes quand on parle d'équité salariale au sein d'une organisation? Fait que là, on peut regarder ça avec la science des données. On peut poser cette question-là. Est-ce qu'on a une différence entre les hommes et les femmes au plan du salaire? Mais ce qu'on entend, ou en tout cas ce que les gens entendent souvent par science de données, c'est vraiment de la prédiction. Fait que c'est pas poser des petites questions du style y a-t-il une différence entre les hommes et les femmes au plan du salaire? C'est vraiment est-ce qu'on est capable, exemple, de prédire le salaire d'une personne sur la base de tu sais, puis par prédire, je veux dire le mot deviner. Est-ce qu'on est capable de deviner le salaire d'une personne en regardant c'est ça, son ancienneté, son poste, son diplôme, son département, toutes sortes de questions. Fait que, puis tu sais, je donne l'exemple du salaire, mais c'est n'importe quoi. N'importe quelle colonne dans un fichier Excel, quand on essaie de deviner c'est quoi la valeur, je pense que c'est ça que les gens entendent généralement par science des données. Fait que dans le fond, juste, je reformule pour être sûr que je t'ai bien compris, c'est, admettons, j'ai plein de données,
Puis là, j'essaie de les interpréter pour essayer de prédire le futur. Fait exemple, est-ce que je suis capable de savoir, basé sur certains indicateurs, qui est à risque de quitter mon organisation ou qui va amener des ventes de plus, quel genre de profil. On croise des données pour comprendre ça, ces choses-là. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Puis l'exemple que tu as donné, essayer de trouver c'est qui les employés qui sont à risque de quitter. Ça, c'est un des use cases, un des projets typiques en RH. Puis, je l'ai vu en action chez un de mes anciens employeurs. Ça se fait, là. L'histoire de la vente, je suis sûr que ça se fait aussi. Je ne l'ai jamais fait personnellement en pratique, mais oui, on pourrait essayer de prédire, on pourrait prendre notre série de vendeurs dans notre organisation puis essayer de prédire le trimestre prochain, ça va être quoi le résultat. Fait que ça, c'est sûr que ça se fait. Un des enjeux, c'est que la performance n'est jamais parfaite. Tu sais, comme là, tu as donné l'exemple, deviner c'est qui est à risque de quitter. On va faire des modèles prédictifs. Les modèles vont nous donner un best guess. Là. Ils vont deviner c'est qui est à risque de quitter. Mais il va y avoir plein d'erreurs là-dedans. Là. C'est ça, c'est pas de la magie. Là. On peut pas, on peut pas deviner le futur. On peut donner des guesses, on peut essayer de deviner, on peut se rapprocher de la réalité, mais il va tout le temps y avoir des erreurs. C'est pas de la magie. Là. Ouais, fait qu'il faut pas prendre ça pour du cash. Fait qu'il faut se dire, si c'est une liste de personnes à risque de quitter, ça veut pas dire qu'ils sont en train d'envoyer des CV non plus. Fait que ça a ses limites. C'est juste de peut-être porter attention au genre de profils qui sont à risque. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les retenir? C'est vraiment un bon point que tu as amené. Je vais te donner l'exemple justement pour cet exemple-là, d'essayer de prédire les employés qui quittent. Une des recommandations que j'avais faites, moi, c'est pas moi qui faisais le projet chez mon ancien employeur, c'est pas moi qui faisais le projet, mais j'agissais en tant que conseiller pour ce projet-là. Puis une des recommandations que j'avais faites, c'était prendre toutes les prédictions individuelles. Pour chaque personne, on va avoir une prédiction. Est-ce que cette personne-là est à risque de quitter ou pas? Il va y avoir des erreurs. On ne le saura pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Fait que ce que j'avais dit, c'est de ne pas regarder au niveau individuel, mais de regarder c'est quoi les variables communes à travers les personnes qui sont à risque, qui sont prédites à être à risque. T'sais, comme exemple, y a-t-il un département qui semble plus à risque? Y a-t-il des caractéristiques du style, ça fait 2 ans qu'ils ont reçu une promotion, ça fait 5 ans, ça fait trop longtemps? Fait qu'essayer de regarder c'est quoi qu'ils ont en commun. Quand on commence à regarder au niveau individuel, c'est là que ça devient difficile. C'est très difficile de prédire avec justesse au niveau individuel qu'est-ce qui va arriver dans le futur. Là, on parle depuis le début des workforce analytics, là, en gros, là, donc des analyses, des données, en fait, qui sont reliées au bassin d'employés. Puis, tu sais, on pourrait en parler. On aurait pu faire un épisode juste là-dessus. Mais je voulais qu'on parle un peu de comment cette nouvelle réalité-là des données va transformer est en train de transformer le marché du travail, de l'entrepreneuriat. On entend toujours dire que Montréal est une plaque tournante en intelligence artificielle, qu'il y a beaucoup d'engouement puis d'expertise à Montréal. Est-ce que c'est vrai? Fait que la réponse rapide, est-ce que Montréal est une plaque tournante pour l'intelligence artificielle? C'est oui. C'est surtout au plan de la recherche. Fait que, tu sais, l'intelligence artificielle, il y en a partout. Tu sais, comme si on pense à Silicon Valley aux États-Unis, c'est Google, Amazon, Microsoft, Twitter, tout ça, ils utilisent l'intelligence artificielle jour et nuit. Ils font de la recherche là-bas aussi. Ce qui distingue Montréal au plan de la recherche en intelligence, au plan de l'intelligence artificielle, c'est la recherche. Fait que les universités sont très fortes à Montréal pour développer des nouvelles techniques d'intelligence artificielle. Même développer des nouveaux produits. Notamment, Yoshua Bengio, le gars de Element AI, qui est à l'Université de Montréal. L'Université de Montréal sont très forts là-dedans. Tout ça, c'est très universitaire. Ceci étant dit, il contribue beaucoup au développement de l'intelligence artificielle au privé, puis même au plan gouvernemental au Québec. Fait que ça, c'est sûr que c'est très bon. Puis oui, Montréal est une plaque tournante, mais ça part des universités. Puis là, de plus en plus,
il y a des compagnies qui prennent avantage de ça parce que non seulement il y a de la recherche qui se fait dans les universités, mais ça veut dire qu'il y a des étudiants qui sortent de ces universités-là. Fait qu'il y a de la main-d'œuvre qui est générée à Montréal. Fait que là, il y a de plus en plus de compagnies technologiques qui viennent s'installer à Montréal dans le Myland, Milex, plus Milex. Fait que, tu sais, oui, Montréal est une plaque tournante, puis ça part surtout des universités, de mon point de vue, là, ça se peut que je me trompe. Puis il y a beaucoup d'engouement à cause de ça. Les étudiants en entendent parler. Il y a beaucoup de start-up à Montréal. Les incubateurs. Oui, oui. Tout ce qui est les venture capital, puis tout ça, là, ça aussi, c'est comme... Je sais que HEC est très impliqué là-dedans. Il y a beaucoup d'implications universitaires du côté business aussi, là. Oui. Ah, puis d'ailleurs, Polytechnique aussi. Tu me ramènes à des anciens souvenirs. Puis j'avais travaillé avec justement une start-up, là, une licorne, là, comme on dit, là, qui avait genre eu du financement à pu finir avant même de développer des produits. Là. C'est assez fou, ce monde-là. C'est fou. Oui. C'est capoté, là. Puis le talent était... Oui, il y avait beaucoup de talent à Montréal, puis les autres compagnies essayaient de leur voler leur talent, là, tu sais, d'aller les débaucher. Mais même eux, ils faisaient des offres à du monde partout à travers le monde. Fait que là, la game... Puis là, avec la pandémie, j'ai hâte de voir comment ça va s'appliquer aux autres organisations. Mais avant, c'était comme t'es en compétition contre le monde entier pour ton bassin de talent. C'était assez particulier, là. Les offres montaient... de milliers et milliers de dollars en dans quelques jours, il y avait de la surenchère. Oui. Puis, mais cet engouement-là, éventuellement, il va diminuer. Puis, parce que, tu sais, c'est comme n'importe quel employé. Il y en a des stars, tu sais, des employés stars, des employés extraordinaires. Il y en a dans n'importe quel domaine, incluant l'intelligence artificielle, mais dans n'importe quel autre domaine. Fait qu'à un moment donné, tu sais, oui, c'est ça. Une des difficultés présentement, c'est que souvent les organisations ne savent pas vraiment c'est quoi l'intelligence artificielle. Fait que n'importe qui a un profil qui dit intelligence artificielle, qui a un diplôme qui ressemble à de l'intelligence artificielle, qui a des projets qui ressemblent, qui a un historique d'emploi qui ressemble, sont tous traités sur un pied d'égalité. Mais évidemment, il y a de la variation au sein de ces personnes-là, comme dans n'importe quelle industrie. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres, il y en a qui ont des talents différents. Fait qu'éventuellement, j'ai l'impression que cet engouement-là va se stabiliser. Mais oui, effectivement, présentement, la recherche de main-d'œuvre est. Effectivement, c'est vrai qu'il y a de la pénurie, par contre. Tu sais, c'est dur de former des gens en intelligence artificielle. Puis, Mais il y a aussi, comme tu parles, que le milieu universitaire est très présent, puis tout ça, mais en même temps, ça fait pas des années-lumière là, qu'il y a ce genre de programme-là qui forme des gens vraiment. Fait qu'on on fait un peu des post-hybrides. Oui, c'est vrai. Les données, c'est le nouvel or, là. Tu sais, c'est comme ça te prend des données, sinon ton entreprise est à risque, là. Moi, c'est ce que j'entends beaucoup, là. En fait, on entend ça. Mais ça, on entend ça depuis 10 ans, là, tu sais. J'avoue. Mais je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai que c'est pas en train de s'effriter. Au contraire, on en entend encore plus parler que le 10 ans. Puis effectivement, il y a une espèce de sentiment d'urgence qui se développe au sein des organisations. Et ça, je trouve que ça a ses risques. Les organisations essaient d'avancer trop vite. Fait que, tu sais, comment est-ce que ça va changer le monde du travail? Premièrement, il faut qu'il y ait de l'adoption des gens. Tu sais, comme exemple, puis ça, d'ailleurs, Sarah, tu m'arrêteras là, si... Vas-y. Tu sais, éventuellement, sur ton podcast, tu vas avoir... Fait que tu vas avoir une compagnie AI qui développe des produits pour RH. Tu vends tes punch, mais oui. Vas-y, continue. Tu le couperas au mais non, c'est bien correct. OK, c'est bon. Tu sais, eux autres, ils ont des produits qui ont l'air de fonctionner. Je ne les ai pas essayés. Tu sais, c'est juste j'ai vu des démos, ils ont l'air de fonctionner. Par contre, tu sais, comme exemple, il y a un chatbot. C'est des employés RH qui vont aller sur le chatbot, ils vont décrire un employé, puis ils vont demander c'est combien est-ce que cette personne-là devrait obtenir d'augmentation salariale. Le chatbot va renvoyer une réponse sur la base de données qu'il y a dans son système, là, les évaluations de performance, etc. Puis là, il va juste... il va dire, OK, j'ai utilisé l'évaluation de performance, l'historique, etc. Je recommande 5 000 d'augmentation. Puis il va même utiliser des données de marché. Un des enjeux que j'entrevois pour le futur, c'est
ultimement, la personne RH, évidemment, le chatbot, il n'implémentera pas l'augmentation salariale dans le système RH. C'est la personne RH, c'est le conseiller RH qui va devoir prendre cette décision-là. L'enjeu que j'entrevois pour le futur, c'est, je ne sais pas si c'est une crainte, mais que le conseiller RH, il ne se fiera pas tant que ça au chatbot. Là. Il est beau, le chatbot, il fonctionne, tu rentres une question, il te renvoie une réponse. L'enjeu que j'entrevois, c'est que, ultimement, les conseillers RH vont retourner à ce qu'ils connaissent. Des décisions prises sur le coin d'une table avec des formulaires papier, des évaluations de performance depuis les 3 dernières années, je ne sais pas quoi. Là. Fait que, tu sais, la technologie avance, mais les conseillers RH, les employés, on n'avance pas si vite que ça. Là. On a fait notre bac, là, ça dépend des personnes, là, 5 ans, là, 10 ans, là, 15 ans. Fait que c'est dur d'implémenter un tout nouveau système puis que ce soit adopté. Fait que je pense que ça, c'est un enjeu. Je m'excuse, je t'ai coupé. Non, en fait, je voulais juste valider ce que je comprends parce que juste pour prendre un peu de recul, cette entreprise-là qu'on a nommée, dans le fond, ce qu'ils font, c'est qu'ils automatisent plusieurs activités en RH en disant que c'est un soutien à l'humain, c'est pas supposé remplacer tout ça. Puis toi, ton enjeu avec ça, c'est pas tant le principe de l'intelligence artificielle ou d'automatiser, c'est plus, faut pas oublier la gestion de changement là-dedans. Oui, c'est ça. On a l'impression que ça va arriver demain matin. Mais il y a des étapes avant d'être rendu là. C'est ce que tu dis, dans le fond? Oui, c'est ça. Puis, tu sais, là, je me rappelle ta question du départ, c'était comment est-ce que ça va transformer le monde du travail. Mais c'est ça, tu sais, justement, tu as parlé de gestion de changement, ça va prendre du temps. Tu sais, oui, il y a des services technologiques qui sont disponibles, mais avant que ça soit mainstream, avant que tout le monde en fasse puis qu'on parle à des robots, ça va prendre quand même encore un peu plus de temps. Il y a de la résistance, il y a des enjeux technologiques aussi eux-mêmes. Puis là, je ne parle pas de la compagnie qu'on a nommée, je ne connais pas leurs produits, mais les plateformes comme Google Cloud, Amazon AWS, Microsoft Azure, toutes ces plateformes-là qu'on entend parler, qui sont censés aider pour justement le big data, là, la science des données au sein des organisations. Même ça plante, c'est dur à implanter, ça coûte des centaines de milliers. Puis après ça, évidemment, c'est pas gratuit. Même une fois que ça marche, il faut continuer à payer. Fait que même au plan technologique, il y a des enjeux. Fait que oui, on en entend parler. Oui, il y a ça fonctionne, mais pour la plupart des compagnies, surtout en RH, où on a des données tabulaires, on n'a pas des millions de données à processer en temps réel. Ce qu'on entend parler, souvent, c'est du overkill. Souvent, ça ne s'applique pas à nous, ça ne s'applique pas aux organisations, ça ne s'applique pas aux entrepreneurs, ça ne s'applique pas au département RH. Je ne sais pas si tu me suis. Oui, c'est qu'on n'est pas rendu là, puis c'est comme trop gros, en fait, encore pour s'appliquer à petite échelle, ce que tu me dis. Là. C'est pas encore applicable facilement. C'est définitivement le cas. Ça, ces solutions-là, c'est plus à grande échelle. Tu sais, comme des institutions financières qui veulent traiter des transactions seconde par seconde, là. Ou c'est Google qui processe des millions d'images puis qui essaie de deviner c'est quoi dans l'image. Ça, c'est sûr que ça s'applique pour eux, mais tu sais, c'est rare que dans nos organisations, c'est ça qu'on fait, là. Mais il y a quand même, puis tu me corrigeras si je me trompe, là, mais il y a quand même un certain, c'est peut-être pas de la science de données aussi poussée que, disons, ce que toi, tu peux faire dans ton métier, mais il y a quand même de plus en plus d'engouement autour de comprendre nos données puis en faire du sens. Tu sais, ça peut se faire dans Excel, là. Oui, ça, je comprends ta question, puis ça, je suis parfaitement d'accord. Fait que, tu sais, pour revenir à ta question, comment est-ce que ça va transformer le monde du travail? Une des choses, ça va être de prendre des décisions comme la compagnie essaie de faire, prendre des décisions qui sont basées sur les données. Fait que ça, évidemment, ça vient avec des problèmes de, comme tu as dit, gestion de changement, éducation, mais oui, c'est possible de le faire avec ou sans les grosses plateformes qu'on parle, puis avec ou sans data scientists. On n'a pas besoin d'un budget de 200 000 $ par année pour prendre ces décisions-là. Puis en fait, on pourrait même dire historiquement, avec le BI, les tableaux de bord, on le fait déjà. Là. Ou, il y a des. Peux-tu nous expliquer ce que c'est le BI pour les gens qui ne savent pas nécessairement? Okay. Ben, comment je vois le BI, c'est. Puis,
OK, comment je vois le BI, l'intelligence d'affaires et non pas Mhm. l'intelligence artificielle? L'intelligence d'affaires, c'est juste prendre des décisions à partir de tes données. Puis de la manière que ça s'est exprimé dans les organisations jusqu'à maintenant, c'est généralement via des tableaux de bord ou même juste des petits rapports, des petits graphiques, tu sais, Mhm. justement qui montrent le taux de roulement séparément pour les hommes et les femmes. Tu poses la question, est-ce que on a un sexe ou un genre qui est plus à risque de quitter dans nos organisations? Puis si oui, pourquoi? Fait que, tu sais, le développement organisationnel, tu n'as pas besoin d'aller bien loin pour trouver des questions intéressantes puis trouver des pistes pour améliorer ton organisation. Fait que l'intelligence d'affaires, c'est juste regarder des petites questions comme ça. Puis comme j'ai dit, traditionnellement, ça se fait avec des tableaux de bord. Puis ça fonctionne. Là. Il n'y a aucun mal à faire ça. C'est juste que là où, si on parlait de prédiction au niveau individuel, Mhm. l'intelligence d'affaires, ça regarde les segments, ça regarde les hommes versus les femmes, ça regarde les départements, mais ça ne s'intéresse pas à la personne en particulier. Ça essaie pas de OK. prédire est-ce que Jean Tremblay va quitter le mois prochain. Ça essaie de prédire est-ce que on a un département qui souffre d'un problème de rétention plus que les autres. Est-ce qu'on, je ne sais pas si tu me suis, là, on regarde plus au niveau du groupe. Ouais, ben en fait, l'actuel, mais on n'est pas dans la prédiction. Ouais, c'est ça. On n'essaie pas de voir comment les variables vont s'inter-influencer finalement, là. Oui, c'est ça. On prend un recul, on regarde comment ça va jusqu'à maintenant, puis ça, c'est parfaitement valable. Là. Tu sais, la plupart des organisations, je suppose, n'en font pas tant que ça. Je peux te confirmer que non. La plupart des RH, OK. ils volent un tableau de bord, ils savent pas trop c'est quoi, comment faire ça, quoi mettre là-dedans. Ouais. Fait qu'on est plus là en ce moment, là. Puis ça, d'ailleurs, c'est une bonne question. Quoi mettre dans un tableau de bord? Mhm. Euh, Puis tu sais, je te dirais, puis là, justement, tu as dit que les gens se demandent qu'est-ce que je mets dans ton tableau de bord, dans mon tableau de bord. Mais tu sais, je pense qu'un des Euh, la première chose qu'on devrait se demander, c'est quoi que je veux. Ben, c'est ça, c'est quoi que je veux mesurer? Est-ce que je veux mesurer la rétention? Si oui, ben, il faut que je mesure tu sais, combien de personnes partent par département Ouais, chaque le mois, taux de chaque roulement, année. là, Ou... finalement, Ben, là. c'est ça. Tu sais, il y a des tableaux de bord préfaits qui se vendent, mais Mhm. tu sais, peut-être que ça s'applique pour les besoins de l'organisation, puis peut-être pas. Il faut juste se demander c'est quoi qui m'intéresse. Là. Tu sais, il n'y a rien de magique dans les données. Il faut juste se poser la question qu'est-ce que je veux déterminer. Là. J'étais en train de me dire, tu sais, quand tu dis il y a des tableaux de bord qui se vendent, t'as raison, j'en ai vu des pas chers en plus sur, non pas Pinterest, sur Etsy. C'est en anglais. Ah Mais oui, bref, OK. si jamais vous voulez des modèles puis vous cherchez des affaires pas chères, vous pouvez taper sur Etsy KPI, HR. Il y a des Aïe, aïe, trucs, c'est honnêtement, cool je ça. sais pas s'ils sont si bien faits que ça, pis tout ça, là. Fait que si vous les achetez, vous nous en donnerez des nouvelles. Ben oui. Mais, fait que bref, de savoir qu'est-ce qu'on veut mesurer, de faire un tableau de bord. Puis ça, moi, je le vois comme très stratégique pour faire évoluer, entre autres, la fonction RH, parce que souvent, ce qu'on dit des RH, c'est, malheureusement, souvent, ils restent dans l'opérationnel, ils ont de la Ouais, misère à être stratégique, à faire ouais. évoluer l'organisation. On est très dans l'humain, on n'est pas assez dans les données. Fait que là, ça peut venir comme donner de la crédibilité à ce qu'on avance puis faire pousser certains projets, là. Oui, effectivement. Puis, tu sais, ça me fait penser même juste un tableau de bord, parce qu'effectivement, Sarah, tu sais, on n'a pas besoin de grand-chose pour prendre des décisions stratégiques. Juste un graphique qui montre justement là, un taux de roulement différent à travers les départements ou un taux de roulement différent à travers des caractéristiques socio-démographiques, ça peut guider un nouveau programme ou des interventions RH pour la prochaine année ou peu importe. Là. Un des exemples les plus parlants, je pense, et les plus précis, c'était le taux de roulement. Fait que c'était, premièrement, estimer le coût associé au taux de roulement. Fait que, tu sais, ça, il y a des règles du pouce qui existent. C'est comme chaque fois qu'une personne passe, ça te coûte 100% de son salaire ou 75 ou 125 selon, il est-tu un gestionnaire, c'est-tu une personne technique. Mhm. Fait que, premièrement, estimer le coût de roulement. Déjà là, des fois,
ça fait un gros choc à la personne. Exemple, ce mandat-là que j'ai en tête, on avait estimé le coût de roulement, c'était une grosse compagnie là, avec un chiffre d'affaires de plusieurs milliards, mais on avait estimé le coût du taux de roulement par année à 18 millions, qui est un chiffre, quand tu Quand ne le sais même, ouais. pas, ouais, c'est ça, c'est vraiment gros, là. Fait que déjà là, il y a des gains substantiels à faire. Mais c'est parce que faut se remettre au RH qui arrête pas de dire on perd les gens, le taux de roulement est élevé, t'as moyen d'attention, là t'arrives, t'es comme notre taux de roulement nous coûte 18 Ouais, millions, c'est ça. ils vont t'écouter. Là, Ben oui, c'est ça. Puis tu sais, ouais. c'est réaliste, là. C'est Fait que plate ça, c'est. qu'il faut tout transformer en chiffres puis en données pour se faire. En tout cas, c'est un Ouais, petit pour se faire aparté, écouter. là. Ouais, non, mais je te Ouais. comprends. Oui, c'est complètement vrai. Fait que d'autres exemples, c'était absentéisme différemment selon les départements. Fait que ça, encore là, on est pas mal dans l'intelligence d'affaires, mais il faut le faire pour obtenir la Mm-hmm. réponse à la question. Puis ça peut nous guider vers des interventions possibles. Laisse-moi regarder ici. Un une des demandes qui revient souvent, c'est mettre en lien la mobilisation. Les organisations font des sondages de mobilisation annuels, biannuels. Ouais. Puis souvent, c'est du eyeballing. Tu dérives des recommandations selon ce que tu vois. Mais une des choses qu'on peut faire quand on creuse plus les données, c'est les mettre en relation. Mettre en relation exemple, la mobilisation avec les départements, puis comment est-ce que ça affecte le taux de roulement. Est-ce qu'il y a un effet de la mobilisation sur le roulement dans votre organisation? Est-ce qu'il y a un effet de la mobilisation sur votre chiffre d'affaires dans votre organisation? Je me souviens, il y avait un article qui a fait fureur, il y a peut-être 10 ans. Best Buy avait supposément fait une étude à l'interne, puis avait trouvé que là, ça se peut que je m'en souviens plus par cœur là, de l'étude, fait que ça se peut que je me Mm-hmm. trompe dans les chiffres. 1 point de pourcent de plus en mobilisation pour un magasin Best Buy était associé à un chiffre d'affaires genre, je sais pas, là, 1 million plus élevé ou 10 millions plus, je me souviens plus. Là. Mais une différence extrêmement C'est minime minime. sur la mobilisation était associée à une augmentation, une bien meilleure performance du magasin. Est-ce que je crois à cette étude-là? Pas tant, parce que la mobilisation, là, c'est mesuré avec des gens qui répondent un questionnaire papier ou sur leur ordi un mardi matin. La réponse le mercredi matin, elle serait un peu différente. Fait que, tu sais, j'y crois pas tant que ça à cette étude-là, mais ça avait fait fureur. Mais y a-tu un peu aussi, parce que tu sais, ce que tu nommes, il y a une plus grande marge d'erreur parce qu'on est dans un Dans instant l'humain. T avec un nombre d'employés Oui, c'est ça. limité. Ouais. Mais j'imagine que si on le refait d'année en année ou qu'on a un plus grand bassin de données ou d'employés, ben là, ça se précise probablement. Là. Oui, ça pourrait. Ça reste qu'il y a beaucoup d'erreurs parce qu'on est dans l'humain, puis justement, des personnes qui répondent sur un questionnaire papier crayon, puis ou bien devant leur ordi sur un Google Form. Là, fait qu'il y a beaucoup d'erreurs. À travers le temps, ça nous permet de distinguer la variation qui est due, comme tu as dit, à l'instant Mm-hmm. versus à la personne. Fait que ça, déjà là, ça nous donne un estimé plus précis de l'impact de la mobilisation sur le chiffre d'affaires. Mais reste-t-il que l'effet que Best Buy ont trouvé, je ne sais plus c'était quand, en 2011, je pense, c'est digne d'un film. Là. Je trouve ça. Je pense pas que vous allez trouver ça dans votre organisation. Puis je pense pas que vous devriez. Là. La mobilisation, c'est très humain, c'est très. Il y a beaucoup Ouais. d'erreurs. Là, Puis moi, j'en fais là, des mandats comme ça, là, de sondage de Mobi, puis de perception de la ouais. rémunération globale. Puis, tu sais, il faut toujours mettre des bémols, puis il y a souvent des contradictions. Tu sais, parce qu'on valide aussi, là, tu poses des questions de façon différente. Puis des fois, les gens répondent pas la même affaire. Fait qu'il y a une notion de compréhension, puis tout ça. Puis les commentaires ouverts, là, c'est full important aussi, là, d'aller chercher du jus haute, là, puis les focus group, parce que le sondage tout seul, c'est vrai que ça donne des indications, mais c'est pas complet, tu sais. C'est pas complet, puis il y a beaucoup d'erreurs là-dedans. C'est super intéressant ce que tu as dit, prendre les commentaires écrits. Je pense que ça, il y en a qui le font pas assez. Ils se fient trop sur les chiffres comme si c'était du cash, comme si c'était une valeur exacte, mais il y a tellement d'erreurs dans les chiffres. Tu sais, quand on se dit un département est 76 mobilisé, on dit 76, mais en réalité, c'est entre 68 puis 82. Là, il y a beaucoup d'erreurs dans nos chiffres. Puis, Tellement.
J'ai vu, hey, tu me fais penser, cette semaine, j'ai vu un sondage que c'est pas moi nécessairement qui avait fait, là, c'est quelqu'un d'autre dans mon réseau, puis on bandissait pour son client. Puis les résultats étaient super élevés de mobilisation. Ah Là, oui. c'était genre du 70 quelques %. Ben, super élevé. C'était pas super élevé, mais c'était bien. Puis, mais les commentaires écrits étaient vraiment rough, là, puis vraiment très négatif. Sauf que le client, tu sais, quand il a vu les résultats du sondage, puis tu sais, les commentaires écrits, souvent, on les partage pas tels quels parce qu'on veut pas reconnaître les gens, mais en tout cas, il y avait pas le pouls, en fait, du disconnect entre les commentaires. Puis, fait que, tu sais, c'est facile de faire comme, on est dans les 78, tu sais, c'est moins pire qu'on pensait, c'est correct. Mais dans les commentaires, si tu lisais, c'était comme, non, t'as des conversations à avoir maintenant si tu veux pas perdre des gens, tu sais. Oui. Ouais, ça, c'est un bon point. Puis effectivement, les chiffres, je trouve ça un peu trompeur de cette façon-là. On prend ça pour du cash, puis en réalité... C'est un indicateur de plus. Ben oui, c'est ça. Ce que tu nous dis. Ouais. Je t'ai coupé dans ta lancée. Excuse-moi. Tu parlais tu parlais de Best Buy, que tu croyais semi à cette étude-là parce que justement, ça semblait trop précis pour être réaliste. Ben, trop précis puis c'est un effet trop gros, là. La mobilisation, j'ai de la difficulté à croire que c'est associé. Tu sais, là, je suis sûr que c'est pas ça qu'ils ont fait, mais ça aurait quasiment pu être un coup publicitaire, là. Ça allait tellement fait de publicité. Best Buy ont tellement fait parler d'eux. C'est ça, mais c'est ça. Moi, aussitôt que j'ai vu ça, je me disais, c'est un effet tellement grand de la mobilisation sur le chiffre d'affaires, c'est quasiment impossible. Mais tu sais, c'est peut-être moi qui suis shady, pas shady, là, mais tu sais. Cynique. Ben, en fait, c'est que cynique, c'est ça, cynique. Ouais, mais c'est correct, t'es un scientifique, fait que c'est ta job de questionner puis de pas prendre les trucs pour du cash. Puis là, on a parlé un peu d'intelligence artificielle. Oui. Là, on entend souvent parler de ça, c'est comme si dans notre tête, on commence à comprendre plus socialement que c'est pas nécessairement un robot qui remplace l'humain, tu sais. Physiquement, puis ce que ça fait, mais peux-tu nous en parler un peu plus de... Je vais te donner ma définition. Si tu googles, tu vas tomber sur plein de définitions différentes. Tu sais, il y en a, là, surtout récemment, il y en a qui disent l'intelligence artificielle, ça devrait plus s'appeler l'intelligence augmentée, qui est justement utiliser la technologie en support à la décision qu'on prend. Mais pour moi, l'intelligence artificielle, c'est les Alexa, les Siri, les Facebook qui devinent où ta face dans l'image. Pour moi, c'est ça l'intelligence artificielle. C'est ça. Fait que, les images, les sons, les vidéos. Puis c'est ça. Puis c'est vraiment là, quand on entend parler d'intelligence artificielle, pour moi, c'est surtout ça. Ou tu sais, même détecter des tumeurs dans des radiographies automatiquement, que supposément, ça bat quasiment les médecins, ou ça bat les médecins ou les radiologistes. Même chose pour les caries dans les dents. On peut avoir un modèle qui trouve les caries automatiquement, qui performe même mieux que les dentistes. Ça, pour moi, c'est de l'intelligence artificielle. Mais quand on commence à prédire justement des données tabulaires, prédire quel employé va partir, pour moi, là, on est plus du machine learning, on est plus... ou en français, de l'apprentissage. Définis machine learning. Machine learning, ça inclut le travail qu'on fait avec les images, les sons, les vidéos. Machine learning, pour moi, c'est comme je t'ai dit, là, tantôt, quand j'ai dit science de données, généralement, les gens entendent prédiction, mais c'est parce que généralement, les gens confondent science de données avec machine learning. Machine learning, c'est de la prédiction. Fait que, tu sais, je dis de la prédiction, mais c'est juste donner la réponse. Ça n'a pas besoin d'être dans le futur. C'est un petit peu un mauvais nom, là, un mauvais mot, utiliser de la prédiction. C'est juste remplir l'information qui manque. Tu sais, comme exemple, quand on se demande est-ce que la personne a un cancer en regardant une radiographie, tu peux avoir un modèle qui te donne la réponse. C'est pas de la prédiction, la réponse, tu l'as, là. Ah, tu vois, moi, j'avais compris. Puis peut-être que je suis complètement à côté de la plaque ou peut-être que ça complète ce que tu dis, là, tu pourras nous aiguiller. Mais j'avais compris que le machine learning, c'était aussi d'avoir des algorithmes qui étaient capables eux-mêmes de se renforcer sans que l'humain intervienne, comme qui apprend
à force de collecter des données, il fait des liens, fait qu'il se renforce lui-même, là. OK, oui, ça, c'est un point intéressant, puis c'est relativement récent que ça l'a pris en popularité. Ça s'appelle l'apprentissage par renforcement. Fait que oui, selon les gens, là, oui, c'est un type de machine learning, mais sauf ce que j'ai en tête, c'est pas l'apprentissage par renforcement. Ce que tu as décrit, c'est de l'apprentissage par renforcement. OK. Fait que si vous avez vu le documentaire sur Netflix, AlphaGo ou AlphaGo Zero, en tout cas, c'est un engin qui joue aux échecs, qui joue au jeu de Go, qui a appris par lui-même à jouer, puis là, il bat les champions mondiaux. En fait, c'est les meilleurs engins au monde pour jouer au jeu de Go, jouer aux échecs. Fait que oui, ça se fait de l'apprentissage par renforcement. Je suis sûr qu'on pourrait le faire aussi avec les radiographies, peut-être même qu'on pourrait le faire avec les données RH. Puis en fait, d'ailleurs, on parlait de chatbots. Les chatbots, récemment, là, il y en a qui utilisent l'apprentissage par renforcement. Fait que, tu sais, les chatbots, comment que ça fonctionne, c'est que tu as une personne qui va sur le chatbot, pose une question, le chatbot essaie de trouver la réponse à la question, il te donne la réponse, puis après ça, le chatbot va te demander est-ce que ça répond à votre question, est-ce que vous êtes satisfait? Si la personne dit non, le chatbot peut apprendre que la réponse qu'il a donnée précédemment, ce n'était pas une bonne réponse. Fait que ça, le chatbot peut s'améliorer avec le temps. Tous les chatbots ne sont pas faits comme ça, mais il y en a qui sont faits comme ça. Puis ça utilise l'apprentissage par renforcement. Je ne sais pas si ça répond à... Oui, vraiment. Puis tu me faisais penser, tu sais, je sais pas pourquoi je pensais à ça, mais dans LinkedIn, parce que moi, je suis un peu accro à LinkedIn, là, tu t'en es peut-être rendu compte, mais dans LinkedIn, il y a un module où tu peux, LinkedIn Salary, en fait, là, où ce que les gens partagent leur salaire, un peu comme sur Glassdoor, puis tout ça. Ouais. Puis là, LinkedIn fait des graphiques de tendance, des salaires, puis des benchmarks en fonction de la région. C'est très imparfait comme modèle, là, puis tu sais, ça remplace pas une bonne étude de marché, mais c'est quand même des fois étonnamment précis, puis ça se précise. Puis LinkedIn te demande toujours « Does that seem right? » Genre, est-ce que ça semble faire du sens? Parce que j'imagine qu'en arrière, c'est que c'est un machine learning qui corrige les algorithmes, là. Possiblement, je ne sais pas évidemment comment est-ce que ça fonctionne LinkedIn en arrière, mais c'est une bonne question à poser parce que justement, une des raisons pour laquelle ça se pourrait que cet estimé-là soit pas correct, c'est que ça dépend entièrement des personnes qui répondent. Tu sais, les personnes décident de donner leur salaire ou pas à LinkedIn, c'est relativement récent cette affaire-là. Oui, je pense que ça fait 3 ans. OK. Fait que, tu sais, possible, tu sais, c'est envisageable, c'est possible que les personnes qui gagnent plus cher soient plus portés à répondre parce qu'ils sont fiers ou à l'inverse, que les personnes gagnent moins, tu sais, je sais pas, là, ils s'en foutent plus. Il y a des biais, dans le fond, qu'on n'est pas capable d'identifier. Ben oui, c'est ça. C'est possible. Fait que, tu sais, c'est une bonne question à poser. Est-ce que la réponse semble avoir du sens? Parce que ça peut guider vers un problème avec les données. Peut-être que c'est, tu sais, l'échantillon, justement, des répondants est peut-être pas fidèle à la réalité. Oui, puis en partant, ceux qui sont sur LinkedIn ont peut-être déjà un profil versus d'autres gens qui n'auraient pas de profil LinkedIn. Oui. Surtout pour certains postes, parce qu'on le sait, là, quand tu fais du recrutement, mettons, moi j'en fais pas, mais quand tu fais du recrutement, il y a certaines plateformes qui marchent mieux que d'autres. Des fois, LinkedIn, c'est pas tout le style de main-d'œuvre qui est là-dessus. Là. Oui, non, c'est vrai. Là, tu parlais de biais, dans le fond. Puis là, ça, c'est un gros sujet parce que j'ai vu quelquefois, justement, on parlait de recrutement, mais tu sais, d'essayer d'automatiser du recrutement, il y a des algorithmes qui devenaient, mettons, racistes. Parce que dans le passé, les recruteurs avaient été racistes. Donc là, il y a toutes sortes de choses qui sont faites pour éviter ça. Mais qu'est-ce que tu en penses, toi, de ces fameux biais? Puis de... Ben, tu sais, je pense que... Ben oui, c'est ça. Je ne sais pas si tu pensais au cas d'Amazon. C'était sorti il y a peut-être 10 ans. Là. Amazon je me souviens plus de la compagnie, mais oui. Okay, ben oui, c'était nul autre qu'Amazon. Ça se peut-tu? Je sais pas. C'est sûr que ça se peut. Là. Amazon, ça avait été un cas très... médiatisé. Oui, c'est ça, très médiatisé. Puis effectivement, comme tu as dit, le problème ne vient pas de l'utilisation du machine learning, de la science des données, de l'intelligence artificielle. Ça vient du passé, ça vient de ce que nous, on fait déjà. Là. Tu sais, comme là, récemment, au Québec, il y a eu la controverse, les préposés aux bénéficiaires, ou je ne me sais plus si c'était préposés aux bénéficiaires, mais c'était une demande, écoute, c'est écrit noir sur blanc dans la demande, ils demandaient des femmes, uniquement des femmes.
Puis là, ça avait fait ça, une c'est petite pas de l'intelligence controverse. artificielle, Non, là, c'est mais, ça. mais Mais tu sais, ce ouais. que je veux dire, c'est que ce billet-là, là, il était écrit noir sur blanc, puis là, évidemment, tu sais, le monde se sont dit, ben là, c'est pas correct. Mais en réalité, ce billet-là, Amazon vous le disant, puis sûrement encore aujourd'hui, ça fait partie de la nature humaine, ils ne l'écrivaient pas dans leur demande d'emploi. Tu sais, on veut des hommes blancs qui viennent d'un milieu favorisé. Puis, tu sais, au final, par contre, c'est eux qui ont été engagés. Puis, c'est ça le problème quand que tu commences à rentrer du machine learning, puis après ça, tu blâmes le modèle. Mais le modèle a juste été capable de reproduire la réalité. Puis là, tu t'es rendu Mhm. compte qu'il y avait un problème. Parce qu'on Fait s'est dit tantôt que l'algorithme apprend tout seul. Fait que l'algorithme, il a fait des liens que tu n'as peut-être pas mis dans la machine, mais que lui. ouais, c'est ça. Ben oui, tu Hmm. sais, comme exemple, dans ton organisation, si tu as un grave problème de roulement auprès des femmes ou auprès d'un groupe en particulier, ton modèle, c'est sûr qu'il va l'attraper. Statistiquement, ce type de relation-là est facile à attraper. Euh, Fait que oui, ça se peut que toi, tu t'en rendes pas compte, mais aussitôt que tu commences à rouler des modèles, ça va ressortir très, très, très rapidement. OK. Fait ce que tu veux dire, je veux juste être sûr que je te comprends, c'est on s'en rend pas compte, on induit des biais, mais après, si on fait des vérifications pour voir si les résultats ont des biais, mais il faut avoir cette diligence-là de dire, OK, faut vérifier ce que l'algorithme fait finalement, là. Ouais. Ben oui. Puis même on pourrait se dire, étant donné que le modèle a été fidèle à ce qui avait été fait par le passé, on aurait peut-être dû vérifier ce qu'on avait fait par le passé, nous, les personnes, hein. Les humains, ah Euh, ouais, ça, oui. OK, c'est que ça fait ressortir des affaires qu'on se rendait pas compte, ben ouais. oui. En fait, je pense que ce que tu as dit, tu sais, l'exercice de valider le modèle, c'est ça qui a mené à la découverte du billet, mais en réalité, le billet avait tout le temps été là. Fait que je ne sais pas, chez Amazon, en 2011, qu'est-ce qui les avait poussés à valider C'est par après. intéressant, ça. Fait que dans le fond, c'est de Ben dire, OK, oui. c'est facile de dire l'algorithme est raciste, mais en même temps, c'est que l'humain était raciste, sauf que si on Ben oui. n'avait pas eu l'algorithme, on l'aurait peut-être moins découvert, ou ça aurait été moins... Il n'y aurait pas eu les données pour l'appuyer, en fait, Oui, c'est aussi ça. Ben oui, c'est clairement. peut-être ça. C'était peut-être ça le problème en réalité. Tu as peut-être raison. Peut-être qu'il n'y avait tout simplement pas les données jusqu'à ce qu'ils décident de faire un modèle prédictif pour essayer Hmm. d'améliorer ou d'automatiser leur recrutement. Ouais. Puis, en tout cas, je trouve ça fascinant, puis je trouve que ça pose plein de grandes questions. Puis, tu sais, là, on les découvre, les choses, à mesure qu'il y a des initiatives qui sont faites. Là, je pense qu'aux États-Unis, je sais pas ça fait combien de temps, puis j'ai pas une source fiable, là, mais je sais qu'il y avait... Je vais chercher après, puis je mettrai les détails dans les notes d'épisode, mais il y avait une banque, entre autres, qui avait essayé d'automatiser le prêt des hypothèques, puis là encore... les personnes de communauté noire, historiquement, avaient moins accès à des hypothèques. Ah Fait non. que l'algorithme avait comme catché ça behind the scenes. Ouais, C'est sûr qu'il voit pas la couleur de la personne, mais avec le nom, le genre de ouais, quartier. Fait que ça l'entretenait, en fait, des des billets. écarts, là, puis des biais, ouais. Ouais. Ça, effectivement, on n'a pas parlé, il y a des enjeux légaux. Puis je suis pas avocat, évidemment, fait que je suis pas un expert là-dedans, mais je sais, pour avoir travaillé dans une institution financière, je sais qu'il y a des enjeux légaux. Fait que, tu sais, là, tu parles des hypothèques, j'ai pas travaillé dans tu sais, j'ai pas fait d'hypothèque, mais institution financière, c'est le même problème. Tu peux pas prendre une décision de prêt sur la base d'un modèle prédictif que tu n'es pas capable d'expliquer. Fait que généralement, tu sais, là, je dis prêt, mais ça peut être, tu sais, demande de crédit, ça peut être n'importe quoi, là. C'est très réglementé. Fait que souvent, les modèles prédictifs, dans ces cas-là, les cas très légaux, c'est des modèles qui sont faciles à expliquer. Tu sais, c'est des, je ne sais pas si tu as déjà entendu des arbres de décision. Fait que, tu sais, c'est hyper Mhm. simple. C'est genre, est-ce que ton salaire est plus haut que 60 000? Oui, non. Si c'est oui, tu poses une autre question. Si c'est non, tu poses une autre question. Puis à la fin, tu as une réponse. Fait que ça, c'est facile à expliquer. Tu vois rapidement, est-ce que, tu sais, comme là, justement, si tu avais une de tes questions dans ton arbre qui te demande est-ce que la personne est blanche, oui ou non, mais là, tu dirais ça ne marche pas pantoute. Tu sais, Non, c'est ça. euh, Ouais. c'est ça. Ou Fait de quel que, quartier elle vient, c'est comme, ouais, wow, c'est pourquoi ça. ça serait pertinent, là? Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que quand il y a des enjeux légaux, les compagnies utilisent des modèles beaucoup plus simples, beaucoup plus faciles à expliquer. Fait que, tu sais, Ben là, tu m'amènes sur... Parce qu'en RH, il y a la charte de la ouais, discrimination, puis tu sais, tout ça, ça s'applique, puis il y a tellement de zones grises, puis c'est tellement nuancé.
je sais pas, ça ressemble à quoi les algorithmes là, qui existent aujourd'hui dans les nouvelles compagnies qui automatisent puis tout ça, mais potentiellement qui pourraient avoir des enjeux légaux à les utiliser. Fait que j'imagine qu'il faut comme se renseigner comme il faut si on est rendu là, mettons. Oui, c'est sûr que oui. Puis comme je te dis, je suis pas un expert en légaux, là, en légal. Fait que oui, c'est sûr qu'il y a des enjeux à réfléchir. Même les modèles qui sont difficiles à expliquer, il y a des techniques pour trouver comment le modèle est arrivé à sa décision. Mais même dans ces cas-là, c'est la meilleure façon, dans le fond, de ne pas introduire de... Non, mais même à ça ne marcherait pas. Ouais, fait que je ne sais pas c'est quoi la solution au biais des modèles. Oui. Ben, probablement que c'est ça. Il faut s'en servir comme pour peut-être pointer des choses ou donner des red flags, disons, mais pas pour remplacer la prise de décision. Je pense que c'est ce qui est fait de toute façon la plupart du temps dans les organisations qui sont éthiques. Là. Ils vont pas proposer des modèles qui remplacent l'humain. Là. Ouais. J'espère que non. Là. Mais je pense pas que ça va arriver. Pour l'instant, on n'est pas là. Non. Tu penses pas que jamais ça va arriver, toi? Ben je ne sais pas. Là. C'était écouter les épisodes de Black Mirror. C'est assez freakant. Non, mais c'est ça. Fait que je sais pas. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Il y a beaucoup de dangers. C'est très dystopique parfois. Je vais te... moi, une des choses que j'ai entendues plusieurs fois c'est l'idée d'attribuer une valeur monétaire aux employés ou aux candidats que tu veux recruter ou à des employés actuels via du machine learning. Fait que juste à partir de son background, éducation, puis là, j'imagine qu'on laisserait de côté ethnicité puis les choses qui sont protégées, mais essayer d'attribuer une valeur... Ben oui, je sais. Mais essayer d'attribuer une valeur numérique. Ouais. Ça pose plein d'enjeux éthiques. Moi, là, je suis vraiment pas on board avec ça. Moi, ça, c'est le genre de choses qui me rendent ultra inconfortable. Mais en plus, c'est comme full en contradiction avec tout ce qui est les profils atypiques, puis l'humain, puis d'avoir des organisations avec l'humain au centre, puis où on revoit les équipes par profil de compétences. Fait qu'il y a comme deux grandes tendances qui s'opposent, là, on dirait. Là. Oui, c'est... Pour l'instant, on n'est pas là, de toute façon, mais c'est très dystopique. Ben c'est ça. Espérons qu'on n'arrivera pas là. C'est sûr que ça crée après de la discrimination, puis d'autres biais, puis des injustices, puis... mais parce que... Oh mon Dieu! Déjà, quand t'es comme « c'est mon top vendeur », ça crée des fois des inéquités salariales. En tout cas... Non, c'est ça. Appelez-moi pas pour ce genre de mandat-là. Bon. Fait qu'on t'appelle pas pour ça, mais on t'appelle si on a besoin d'aide pour faire des projets d'un peu plus grande envergure pour faire du sens avec nos données. Ben grande ou petite. Moi, je suis habitué de travailler avec les petites données. C'est rare, les grandes données. C'est ça qu'on entend parler, mais les Google de ce monde, les Amazon de ce monde, c'est pas la plupart des organisations. OK. Fait que si je veux mieux comprendre, disons, quel genre de client ciblé ou quel, tu sais, mettons, niveau affaires, là, tu sais, faire du sens de mes données, là, dans le fond, ou quel genre d'initiative je fais, qui est payé, pourquoi, quel réseau fonctionne, ce genre de trucs-là? Ben oui, ça, c'est sûr que ça fonctionne. Tu sais, aussi des projets de machine learning, ça se peut, là, des organisations qui veulent faire un projet de machine learning, comme j'en ai déjà fait dans des organisations par le passé. On mentionnait remplir une colonne automatiquement d'un fichier Excel. Des fois, ça peut sauver des jours de processus. Un processus à l'interne que des conseillers RH doivent remplir une colonne ou un fichier Excel. Si on peut le faire automatiquement, le machine learning, ça peut être ça. Ça peut être automatiser des processus. Fait que ça se peut que ça s'applique de même. Ça se peut que ce ne soit pas une question à répondre avec des données. Ça se peut que ce soit juste automatisation de processus. Puis, Fait automatisation de processus, mieux comprendre, c'est tout le côté modèle d'affaires, prédictif, puis tout ça. Puis en RH aussi, si on veut faire un premier pas pour faire un tableau de bord, par exemple, même si c'est pas compliqué, ça c'est, mettons quelqu'un qui voudrait quelque chose d'un peu plus personnalisé, puis juste des recommandations. C'est ça, juste savoir où commencer.
idée quoi faire puis par où s'en aller, ça, c'est sûr que je peux aider facilement, là, une petite conversation. Ben oui. Ben, on va mettre les liens vers ton LinkedIn, vers ton site web dans les notes de l'épisode. J'invite les gens à te suivre. Puis, je suis comme obligée de saluer ton frère jumeau qui était mon voisin de bureau dans cet employeur-là, qui est parti en même temps que toi. Donc, allô Philippe! Puis, je m'ennuie, honnêtement, il mettait beaucoup de vie dans mon quotidien, mettons. Puis lui aussi, il est parti en affaires. Puis là, il fait des sites web, entre autres, des applications web aussi. Oui, puis il fait, dans le fond, il fait des services technologiques pour les entreprises. Tu sais, comme là, il vient de poster sur LinkedIn une introduction à Power Query. C'est quelque chose qui est souvent en demande, souvent utilisé, puis qui peut faciliter l'utilisation des données dans une organisation. Fait que c'est ça, Phil est très... J'ai regardé, tu sais, c'est moins mon domaine, puis j'ai regardé le début, puis tu sais, c'était bien fait quand même, là, avec son... on voyait l'écran, puis ouais. Ouais, moi avec, j'ai trouvé ça bien fait. Oui, je suis fier de mon frère, là. Vous êtes un duo imbattable, fait que on va faire une petite publicité, je vais mettre le lien vers son LinkedIn, puis son site web à lui aussi. Ben oui, c'est vrai. Hey Patrick, c'était vraiment nice de te reparler. Ça faisait... Ben là, on s'était reparlé récemment, mais avant ça faisait un bout. Fait que je suis super contente qu'on ait repris contact. Puis je suis convaincue de ton succès dans le monde des affaires. Là, tu viens juste de te lancer, puis tu as déjà des mandats, des gens qui t'approchent. Il y a beaucoup d'engouement autour de ton expertise. Fait que ça va être le fun de te voir évoluer. Puis certainement que je te recevrai encore à un moment donné au podcast. Cool. Je commence à... Tu sais, j'ai des gens plus proches de moi là, que je vais comme commencer à faire du repeat puis les réinviter. Tu feras partie de ces personnes-là. Ben oui, cool, je te remercie. Ben oui, j'étais super content d'être ici aujourd'hui. Fait que je te remercie pour l'invitation. C'est super le fun. Moi, évidemment, j'adore le sujet. Puis c'est super important, ben oui. Là, c'est super d'actualité. Fait que, ben oui, je te remercie. Puis ça va me faire plaisir de revenir. C'était super le fun. C'est clair. Ben merci beaucoup. Bon vendredi. Bye bye.